Le rendez-vous fidélité. De 11 h à midi, Simon Marty. Et surprise, ce n'est pas Simon Marty qui est présent, mais c'est bien moi. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Le Rendez-vous Fidélité. Je suis ravie de vous retrouver en ce vendredi 2 mai pour un voyage fascinant au cœur d'une technologie qui a révolutionné notre façon de créer et de fabriquer. Imaginez un monde où vos idées les plus folles peuvent prendre forme en quelques heures, où des objets uniques surgissent couche après couche comme par magie et où la frontière entre virtualité et réalité s'estompe. Ce monde existe déjà et c'est celui de l'impression 3D. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment cette technologie transforme nos vies, de l'architecture aux prothèses médicales, de l'automobile à l'art, en passant par le bâtiment. Pour éclairer ce sujet passionnant, j'ai le plaisir d'accueillir 5 invités exceptionnels aujourd'hui. Nous aurons présent Nolan Salo, fondateur de Nasap Nantes, une micro-entreprise créée en 2022, qui répond à vos besoins d'impression 3D avec réactivité et expertise. Nous avons également Alphonse Marcel, ancien réalisateur reconverti dans la création d'objets historiques. Bonjour. Bonjour. Leica Vlo est présent, fondateur de Happy 3D, une marque créative qui transforme les idées en objets uniques, des figurines personnalisées. Bonjour. Bonjour. Nous avons Gauthier Laviron de Crypt 3D, une entreprise spécialisée dans la refabrication de pièces détachées pour voitures de collection. Bonjour. Et également Arthur Manoumani, architecte fondateur d'un cabinet d'architecture primé et agrégé. Bonjour. De la révolution technologique aux enjeux écologiques, de l'artisanat numérique à l'industrie du futur, nous allons découvrir ensemble aujourd'hui comment l'impression 3D redessine les contours de notre monde matériel et ouvre les possibilités jusqu'alors inimaginables. Le rendez-vous fidélité. On se tourne vers vous, Nolan Salo. On va commencer par mettre les bases pour permettre aux auditeurs de comprendre ce sujet dont on n'entend pas parler tous les jours. Nolan, vous, en tant que fab manager et entrepreneur, est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer comment, ce que c'est l'impression 3D, comment cette technologie fonctionne concrètement ? Alors cette technologie, c'est une technologie qui permet de fabriquer donc un objet réel à partir d'un fichier numérique, donc d'une modélisation 3D. Donc au lieu d'enlever de la matière, un peu à l'image de ce qu'on connaît aujourd'hui des usinages traditionnels, on vient ajouter de la matière couche par couche, un peu à l'image d'une impression à papier, donc comme on la connaît, qu'on peut tous retrouver chez nous. On vient imprimer une couche sur e-papier, là ça va être la même chose, mais on va être couche par couche. Donc on va augmenter la hauteur, la hauteur de la tête d'impression de l'imprimante. Donc il existe plusieurs types de technologies aujourd'hui. Donc l'imprimante la plus connue aujourd'hui, la technologie d'impression la plus connue qui va être le filament plastique, le FDM. Donc c'est une bobine de plastique qui va être fondue à travers une tête avec de la chaleur pour créer des objets couche par couche en thermoplastique. Et une autre technologie, donc qui sont vraiment les deux les plus connus, même s'il y en a d'autres, qui est le SLA. Donc l'impression résine. Donc en fait on a celle qui est connue, le LCLA, LCD on appelle ça. Donc c'est un écran qui vient projeter couche par couche de la lumière UV pour venir solidifier la résine. Donc voilà comment on connaît les technologies d'aujourd'hui. Donc le fonctionnement de base de ces technologies, c'est que on va commencer par modéliser un objet en 3D ou scanner un objet existant. Donc ce qui est le plus commun aujourd'hui, ça reste de modéliser un objet, ce qui est un peu le frein de la technologie d'aujourd'hui. Ensuite, on va venir le trancher avec un logiciel donc on appelle un slicer, donc il va venir trancher l'objet couche par couche. Ouais. Qui va ensuite permettre de créer ce qu'on appelle un fichier G-code. Donc en fait c'est un genre de langage que connaît la machine. Donc elle va envoyer ces informations et ensuite la machine elle va imprimer le fichier couche par couche comme on lui a demandé. Et ensuite on vient enlever l'impression et notre pièce est ensuite terminée. Donc c'est une méthode qui est aujourd'hui révolutionnaire dans le sens où elle est rapide et elle est très flexible. Donc on peut vraiment facilement lancer des impressions de façon peu coûteuse. Des prototypes, des objets complexes qui seraient assez difficiles à créer autrement. Donc en fait, on peut créer plein de choses à partir de ces matières-là, comme l'architectural. On peut se tourner vers Arthur Manoumani. Vous, votre cabinet, il utilise l'impression 3D pour l'architecture. Comment cette technologie, elle a révolutionné, si je peux dire, transformé votre métier ? Alors oui, en effet, Nolan a donné une très très bonne description de l'impression et des différentes méthodes. Pour l'architecture, on utilise des bras robotiques qui sont beaucoup plus grands, bien sûr, qui peuvent créer des modules presque de, disons, 4 mètres par 3 mètres. Il faut toujours que ça
ça rentre dans un camion, disons. On a toujours cette contrainte de la préfabrication. Mais ce qu'on peut faire, c'est imprimer localement. Donc nous, on a mis un bras robotique dans un container à bateau et on emmène notre container sur les sites. Et après, on construit localement des modules de construction. Alors, il y en a d'autres qui font des impressions de bâtiments entiers. Ils appuient sur un bouton et il y a une espèce de grande imprimante géante qui imprime tous les murs d'un coup. D'accord. Mais personnellement, enfin, de notre entreprise, on a pris le parti pris de faire des modules. Et donc, on pourrait créer une maison grâce à l'imprimante, à l'imprimante 3D? Alors, ça se fait déjà. Il y a des entreprises, par exemple aux États-Unis, qui s'appellent Icon 3D, qui font ça, mais c'est principalement les murs. C'est-à-dire qu'après, il faut toujours faire des toits, des meubles, des intérieurs. Et donc, nous, on a pris le parti pris plutôt de faire des éléments. Et donc, nous, on fait tout depuis les murs jusqu'à l'intérieur et les meubles. Mais c'est solide, ça tient dans le temps, ça dure dans le temps face aux intempéries, à la pluie, aux cyclones dans certains pays, par exemple? Alors, tout dépend du matériau. On peut imprimer en béton, on peut imprimer en polymère. Nous, on a pris aussi un parti pris de faire de l'architecture environnementale. Donc, on ne veut pas plus de béton. Donc, on a par exemple le géopolymère, c'est du béton qui est fait avec de la cendre de volcan. Ou alors, on a des biopolymères comme le PLA qui est très utilisé dans l'impression 3D, qui est un plastique fait de sucre. D'accord, donc on peut le manger. Non, il est polymérisé et du coup, voilà, il est très très solide. Mais donc en fait, oui, il y aura toujours une contradiction entre le durable et le compostable ou le biodégradable. Et ça, c'est un débat peut-être plus élargi. Mais en effet, on peut faire des constructions très très solides si on le veut. Oui, qui perdurent et qui permettent du coup d'habiter dans les constructions qu'on a pu construire avec l'impression 3D. L'impression 3D aussi, elle peut résoudre des problèmes concrets. Gauthier Laviron, vous utilisez l'impression 3D pour recréer des pièces de voitures de collection devenues introuvables. Pouvez-vous un peu nous raconter comment cette idée est née et nous décrire le processus pour reproduire fidèlement la pièce d'origine qu'on ne retrouve plus? Bien sûr. Alors, merci déjà pour les découvertes parce que je ne connaissais pas mes chers confrères présents ici. Donc, c'est des belles découvertes d'autres utilisations, d'autres usages de notre outil. Moi, j'ai pris le chemin de la réparation plutôt que de la création. C'est vrai qu'on entend souvent parler de l'impression 3D comme un outil de création innovant et hors du commun. Moi, je le vois de mon côté, il l'est, hein, mais je le vois de mon côté comme un outil complémentaire à tous les outils de fabrication qui existent déjà. Mhm. Parce que l'impression 3D, pour l'histoire, ça existe depuis plusieurs décennies. C'est juste que ça s'est démocratisé. Et aujourd'hui, ça vient compléter des outils qui sont déjà existants. Alors, moi, j'ai monté la société Grip il y a 7 ans dans un objectif de permettre la restauration de véhicules. Alors, à l'origine, lié à ma passion, la voiture de collection. Et plus on avance dans le temps, et plus on fait des véhicules qui sont de plus en plus récents. La voiture la plus récente pour laquelle on fait des pièces, elle est de 2024, pour vous donner un ordre d'idée. Parce qu'en fait, finalement, l'impression 3D, ça permet, au-delà de fabriquer des choses qui ne seraient pas fabricables autrement, ça permet aussi de fabriquer dans des petites échelles, donc des petits volumes, des pièces qui ne sont pas détaillées. Donc nous, aujourd'hui, on travaille essentiellement avec des assureurs et des experts automobiles pour réparer plutôt que de remplacer. C'est vraiment notre credo. C'est-à-dire, vous avez un choc frontal, vous avez un accident, vous avez quoi que ce soit. En général, votre véhicule, il est expertisé. Et là, on va calculer combien il y a de pièces à remplacer sur la voiture, qu'est-ce qui est à remplacer par du neuf, qu'est-ce qui est réparable, qu'est-ce qui est à remplacer par de l'occasion. Et vous avez souvent, malheureusement, des chocs qui sont des chocs frontaux. Donc, vous avez les optiques, vous avez les calandres, vous avez tous ces objets-là qui sont sur la face avant de la voiture, qui sont parfois endommagés, mais pas cassés complètement. Et là, l'impression 3D s'inscrit dans cette démarche-là où on va scanner la zone qui est abîmée, on va refabriquer juste l'élément qui est cassé, la patte de réparation, la graffe, et ensuite, on va venir réparer l'objet d'origine. Là, l'intérêt, il est plus dans une démarche éco-responsable et de renouvellement en fait, des éléments plutôt que de le remplacement par du neuf, notamment parce que parfois le neuf n'existe pas. Donc ça permet de faire perdurer les voitures de collection. Perdurer les voitures de collection, mais aussi les véhicules récents. Il y a des voitures qui sont économiquement non réparables
alors qu'elles ont à peine 5 ou 10 ans et qu'elles pourraient encore faire des dizaines de kilomètres sans problème, quoi. Et, et- Voilà. et les pièces imprimées en 3D, est-ce qu'elles sont aussi résistantes que les originales? Est-ce qu'on peut Alors, avoir aussi confiance en elles? c'est tout notre défi aujourd'hui, bah, c'est de donner cette garantie à nos clients, parce qu'on ne pourrait pas travailler avec les assurances et les experts si on n'offrait pas de garantie. Nous, on a développé toute une série d'essais avec des partenaires, donc on travaille avec des laboratoires, et en fait, on prend nos pièces, on les monte, et ensuite on fait des essais de fatigue, des essais destructifs dessus, pour vérifier qu'elles tiennent au moins aussi bien que les pièces d'origine. Donc on n'utilise pas de polymère, on utilise très peu de polymères biodégradables. On utilise essentiellement des polymères issus de l'industrie pétrochimique, mais on a vocation aujourd'hui à au moins recycler nos déchets en travaillant avec comment dire, des plasturgistes locaux, où en fait ils prennent nos déchets, ils en font du pellet, on refait du fil, et ça permet d'utiliser la totalité de la matière. Donc là, on évite beaucoup de déchets aussi. Aujourd'hui, nos déchets, on fabrique plus de 150 pièces par semaine. On a peut-être une centaine de kilos de plastique en déchets par an. Donc c'est très 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 bas par rapport à l'industrie plasturgique d'aujourd'hui. Donc on peut imprimer en 3D pour des logements, on peut imprimer en 3D comme on vient de le voir avec des pièces de voiture, mais aussi avec la dimension artistique et personnalisée. Leica Vlo, vous faites partie de Harpy 3D qui transforme les idées en objets uniques. Quels sont les projets pour vous les plus originaux ou inattendus que des clients vous ont demandé de réaliser? Alors du coup, c'est exact, on fait vraiment dans tous les domaines. Et ce qui est impressionnant, c'est que du coup, dans le domaine artistique, c'est l'imagination de chaque personne, ce que je mets en avant pour les projets personnalisés. Donc par exemple, j'ai aussi des exemples de tout ce qui est cosplay, s'il y en a qui connaissent, c'est tout ce qui est déguisement, même de films ou tout ça. Donc on m'a demandé des masques donc mobiles, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même une recherche derrière de tout ce qui est mobilisation, tout ça. Mais il y a aussi les figurines. Donc par exemple, il y en a beaucoup qui me demandent d'imprimer du coup des figurines soit de jeux vidéo, soit même eux-mêmes. Parce que maintenant qu'il y a l'IA, il y en a beaucoup qui peuvent faire des recherches visuelles en preview pour eux-mêmes, par exemple, qui veulent être en 3D. Donc j'ai énormément pour l'instant de demandes de tout ce qui est figurines. Ah, C'est et vraiment aussi, il y avait cette influence de vouloir s'imprimer en 3D soi-même, de se représenter en 3D soi-même, c'est ça? c'est ça. C'est vraiment, il y a pas mal de demandes par rapport à ça. Ça peut être très très bien pour des cadeaux vraiment personnalisés, comme par exemple pour des anniversaires ou même des mariages. Il y a eu des demandes sur des gâteaux pour faire leur propre impression. Et est-ce qu'il y a des limites actuelles de la personnalisation? Est-ce qu'il y a des choses folles qu'on vous demande et qui sont... Bah, ça atteint des limites à un moment. Alors, je dirais la seule limite, c'est la taille, mais pour le moment, je n'ai pas eu de limite. Donc, j'ai pu enfin, du coup, répondre à toutes les demandes aux clients. Donc, Parce qu'on la peut limite, créer une impression 3D à taille humaine. Si je veux, moi, par exemple, si je fais 1,57 m, si je veux me recréer à 1,57 m, c'est possible d'avoir une figurine de moi dans la radio. alors, c'est par rapport plus à la machine, à la capacité de la taille, mais c'est possible. C'est vu qu'elle sera en plusieurs morceaux, mais c'est possible. Et cette demande, vous l'avez vue évoluer, du coup, à l'heure d'aujourd'hui, avec l'IA, et que c'est ce que vous nous disiez. C'est ça. C'est qu'avant, il y avait peut-être plus de recherche déjà 2D pour pouvoir créer quelque chose. Et maintenant, grâce à l'IA, on peut créer déjà un preview, ce qui aide vraiment beaucoup de personnes déjà de base pour un visuel. Alphonse Marcel, vous explorez le lien entre histoire, art et technologie moderne. Vous êtes passé de la réalisation à la création d'objets historiques en style steampunk. Expliquez-nous. Oui, bonjour. Bah, déjà, je suis Bonjour. ravi d'être tous ensemble là. Alors, je suis toujours réalisateur. Mais non, non, voilà, moi, je fais de la 3D depuis à peu près 35 ans. Je pense que j'étais l'un des premiers en France et à Paris à faire de la 3D. Mm. Voilà. Et c'est vrai que lorsque l'impression 3D est arrivée, moi, j'ai trouvé ça génial et révolutionnaire de pouvoir enfin toucher les objets qui étaient virtuels depuis 30 ans. Et c'est vrai que la première fois que j'ai imprimé un de mes objets, alors je dirais pas que j'avais la larme à l'œil, hein, mais C'est j'étais émouvant. très ému parce que lorsque pendant des dizaines d'années, vous avez des objets qui sont sur des écrans et que là, vous pouvez enfin le toucher, c'est génial. Ensuite, moi, j'adore l'histoire. Moi, j'adore l'histoire et
Petite J'adore série. l'histoire et c'est vrai que le mélange nouvelle technologie et histoire, j'ai toujours trouvé ça passionnant. Voilà, et je suis un réalisateur, je fais énormément de films et de documentaires sur l'histoire, mais personnellement, je suis un grand fan du rétrofuturisme. Et dans le rétrofuturisme, vous avez le steampunk, et ensuite plein de sous-genres comme le dieselpunk, l'atompunk, etc. Et c'est vrai qu'une de mes spécialités dans les objets que je modélise destinés à l'impression 3D, ce sont des objets steampunk. Et le steampunk, c'est un style artistique qui se trouve, qui est souvent situé au 19e siècle. Et si on devait prendre une référence littéraire, c'est Jules Verne. D'accord. C'est-à-dire que c'est des objets futuristes, mais avec des looks anciens. Voilà. Et l'impression 3D, ce que je rajouterais par rapport à tous mes amis qui sont là, l'avantage de l'impression 3D, que ce soit pour de l'architecture, pour des pièces ou pour de la création, c'est que vous fabriquez à l'unité. Et ça, au niveau écologique, c'est génial. S'il fallait refabriquer, par exemple, je dis n'importe quoi, un bouchon d'une calandre d'une voiture des années 30, dans un mode industriel, ça serait impossible. Entre la coût de fabrication du moule, sa modélisation, son impression, il faudrait partir sur 1000 ou 2000 pièces. L'avantage de l'impression 3D, c'est que vous imprimez sur mesure, à l'unité. Moi, c'est ça que je trouve génial. Et ensuite, par rapport à moi, ce que je fais, par rapport à mes créations, à mes objets que je fabrique, je fais aussi des figurines, mais je fais aussi beaucoup de boîtes, des statues, etc., toujours dans ce style un peu rétro-futuriste, c'est que lorsque la personne a une imprimante chez elle, elle imprime juste le modèle dont elle a besoin. Je ne suis pas obligé de passer par une usine et de lancer 1000, 2000, 3000 impressions, en sachant que souvent, dans les usines, vous avez aussi énormément de déchets, et puis des fois, vous ne vendez pas tout. Il n'y a qu'à voir le scandale d'Amazon à chaque fin d'année, quand on les voit jeter et détruire tous ces articles non vendus, c'est un peu un scandale écologique. Ça, vous ne l'avez pas avec l'impression 3D. Et à quoi elles peuvent servir ces impressions 3D historiques? Les miennes? Les miennes? Oui. Oui. Il y a plusieurs. Alors, j'ai des objets utilitaires, comme j'ai énormément de boîtes, donc avec des rouages. Moi, j'adore le romantisme aussi, donc avec des cœurs, des fleurs, etc. Donc, c'est des boîtes où vous pouvez ranger des objets. On m'a aussi beaucoup demandé des figurines historiques, comme des figurines de la Première Guerre mondiale, donc des soldats de différentes nationalités. Ça, j'en vends énormément. Voilà. J'ai fait aussi des objets de décoration, comme par exemple un alphabet, tout en mode steampunk avec des rouages. J'ai des jeux d'échecs, j'ai des véhicules, etc. Mes objets, moi, je les vends sur différentes plateformes, et il y en a une que je mets vraiment en avant parce que je les adore. C'est une plateforme française qui s'appelle Cults.com, et ils font partie du top 2 mondial. Et une grosse partie de mes objets sont vendus sur cette plateforme-là. Et sur cette plateforme-là, celle dont je vous parle, vous avez des milliers d'objets gratuits. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être un graphiste. Voilà. Mais en fonction de vos besoins, vous pouvez télécharger sur cette plateforme énormément d'objets gratuits. Il y a aussi, bien sûr, des objets payants dans les miens. mais voilà, quoi. C'est avant tout du plaisir. C'est pour du plaisir. Et on aborde justement l'aspect économique. Je me tourne vers vous, Nolan Salo. L'impression 3D est-elle aujourd'hui une technologie vraiment accessible au grand public ou plus particulièrement aux professionnels? Aujourd'hui, oui, l'impression 3D, elle est de plus en plus accessible au grand public et aux petites entreprises, pardon. C'est une technologie qui a évolué très vite, aussi bien techniquement que financièrement. Aujourd'hui, on peut trouver des imprimantes à qualité quasi professionnelle à moins de 400 €. Donc ça, pour les technologies SLA, LCD et FDM, donc celles qu'on a pu expliquer plus haut. Parce que malheureusement, toutes les technologies qui sont en train de se démocratiser pour la grande industrie, mais qui restent encore très chères, donc qui vont être toutes les technologies de frittage de poudre, frittage laser, polyjet, etc., qui ont d'autres applications, sont elles encore très chères. Mais si on reste dans le domaine donc de la résine et du FDM plastique, en effet, aujourd'hui, pour 400 € ou même sur les meilleurs modèles autour de 1000, 1500 €, on va avoir des machines de qualité professionnelle qui sont capables d'imprimer de très grandes quantités de matériaux qui permettent de répondre quasiment, on va dire 80-90% du temps aux besoins du client. Et surtout, aujourd'hui, ces machines, elles sont aussi très simples à utiliser, elles sont presque aussi simples à utiliser. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Si je veux en acheter une demain, si un auditeur est intéressé, est-ce qu'il peut s'en procurer une? Est-ce que ça va lui coûter cher? Est-ce que ça va lui demander une formation de pouvoir utiliser cette machine?
Aujourd'hui, les formations, j'aurais dit qu'il y a quelques années, il y a maintenant 7-8 ans, une formation pour imprimer, pour être capable d'imprimer en 3D et être autonome, on aurait été autour de voilà, 3, 4, 5 jours de formation pour vraiment comprendre, analyser les problèmes qu'on aurait pu avoir avec la machine. Comme je le disais, aujourd'hui, ces machines, elles sont vraiment simples à utiliser, presque à l'image d'une photocopieuse. On va ouvrir le slicer, prendre le fichier et le mettre dans le slicer, l'envoyer avec tous les profils, donc tout ce qui était difficile avant à faire, qui sont prédéfinis, préfaits, et donc, on arrive vraiment simplement à devenir autonome. On aurait besoin d'une formation. Et encore aujourd'hui, il y a tellement de documentation avec Internet, avec YouTube, etc., qu'on pourrait réussir à se débrouiller si on est un peu autodidacte et féru de technologie Mhm. pour apprendre. Mais c'est vraiment quelque chose qui se démocratise à grande échelle et on verra que dans quelques années, comme moi je le ressentais il y a 8 ans, on se disait si demain tout le monde est capable d'imprimer, ça serait fou, ce qui est un peu le cas aujourd'hui. Là, dans quelques années, on en aura tous chez nous pour 200 euros. Il y a des machines voilà, qui sont à 150-200 euros qui permettent d'imprimer vraiment avec des qualités exceptionnelles et une grande multitude de matériaux. Donc, oui, on peut imprimer de soi-même. Il y a énormément de documentation pour ça. Le mieux, c'est à la limite de faire une petite formation d'une demi-journée, une journée, qui permet, dans 90% des cas, d'être autonome. Et par ailleurs, c'est vrai que l'impression 3D, elle a évolué dans le bon sens parce que ça permet à tout le monde d'imprimer et surtout d'avoir accès à des matériaux qui sont bien plus techniques que de ce qu'on connaissait avant. C'est-à-dire que même sur l'aspect matériaux, on a vraiment plus que le PLA, ce qu'imprimait tout le monde avant, qui est le filament au sucre dont parlait mon collègue. Il y a vraiment plein de filaments techniques qui peuvent répondre à tous les besoins pour pareil. Même les matières aujourd'hui ont des coûts pas si élevés que ça, hein. C'est vraiment pas très cher. Mais c'est ce que Arthur Mani nous disait tout à l'heure, c'est que on imprimerait à notre besoin, pas en grosse quantité, pas en moindre quantité, mais à nos besoins. Ça rejoint du coup des enjeux écologiques de cette technologie. Arthur, vous mettez l'accent sur l'aspect durable de vos créations. L'impression 3D est-elle réellement une technologie écologique? Comment on peut l'utiliser, nous, pour réduire l'impact environnemental de vos projets? Alors, je pense que c'est l'intérêt principal de l'impression 3D, en tout cas c'est notre approche, c'est l'aspect environnemental de cette technologie. Vous avez entendu parler des tarifs de Trump, par exemple, le fait qu'on ne puisse pas envoyer des choses sans payer un tarif à la douane. Imaginez un monde où vous avez des imprimantes 3D localisées. Du coup, on peut tous penser de manière globale dans le monde entier, mais quand on imprime, c'est local. Donc, ça va à la vitesse de la lumière, on envoie des fichiers à la vitesse de la lumière et ils sont imprimés localement. Et aussi, également, je pense que c'est Alphonse Marcel qui a parlé de ce qui se passe après, c'est-à-dire l'après-vie de ces objets. Nous, on a une usine de recyclage dans nos bureaux. Donc, je pense que cette usine de recyclage pourrait être localisée avec les différents endroits d'impression. Et du coup, on recycle localement et on utilise des granules, pas des filaments, mais des granules qu'on met dans nos imprimantes et on réimprime. Et du coup, non seulement on pense à l'impression locale avec des matériaux qui peuvent être, voilà, qui peuvent pousser de manière locale aussi, et à la fin, on reprend les objets et on les reprocesse pour réimprimer. Donc, c'est complètement circulaire. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est ce mode de réflexion d'entreprise complètement circulaire grâce à l'impression 3D. Et ça rejoint ce que vous faites, Gauthier Laviron. Vous avez exploité la dimension patrimoniale et préservation. Donc, en fait, ça permet de contribuer à la préservation du patrimoine automobile sans pour autant polluer. Comment l'impression 3D, elle joue un rôle plus large dans la conservation d'objets historiques? Alors, tout simplement, comme l'a évoqué tout à l'heure Alphonse, Marcel, quand on a un client qui vient nous voir avec une pièce pour une voiture qui a été produite peut-être en 200 exemplaires, aujourd'hui, il doit en rester peut-être 3 qui circulent. Autant vous dire qu'il vient nous voir, c'est la solution de la dernière chance. La prochaine étape, c'est certainement de faire un échange par une pièce qui ne serait pas conforme à l'origine, de l'adaptable. Et là, pour le coup, la crainte qu'il va avoir quand il vient nous voir en général, et la crainte qu'ont beaucoup de nos clients, c'est de se dire, ouh là là, mais ça va me coûter une fortune parce que je demande qu'une seule pièce. Donc aujourd'hui, nous, on a pris le chemin de la gratuité de l'étude. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement onéreux pour la société, c'est-à-dire qu'on va créer les pièces, donc toute la partie modélisation, toute la partie humaine, on va l'offrir au client. Il va payer que sa pièce. Donc ça arrive très fréquemment qu'un client parte de chez nous avec
pour simple coût 5 euros. C'est une petite pièce à 5 euros. Toute la partie études modélisation, on l'offre. Alors, sur la pièce automobile, on capitalise, c'est-à-dire qu'on va, on va avoir on a un site e-commerce, hein, comme beaucoup de sociétés aujourd'hui, où vous allez retrouver toutes les pièces qu'on a déjà modélisées. Donc aujourd'hui, sur notre site, on a plus de 4000 références de pièces de voitures qui vont de 1914 à 2023. Ça représente à peu près 70 marques pour 180 modèles de voitures différentes. Donc ça représente vraiment énormément de voitures et beaucoup de marques qui ont disparu, qui n'existent plus aujourd'hui et que beaucoup d'entre nous n'ont jamais connues. Hein. En France, en marque française, on a plus de 20 marques. Aujourd'hui, oui. je pense que les gens peuvent citer peut-être 4 ou 5 marques. Donc c'est quelque chose d'assez important et d'assez conséquent. Donc c'est la préservation du patrimoine. Alors de manière beaucoup plus substantielle, on travaille beaucoup aussi avec des musées qui veulent partager leur collection avec d'autres pays, d'autres musées, mais qui veulent pas envoyer les originaux parce que pour des raisons de fragilité, de sensibilité, même eux-mêmes dans le musée, parfois la collection elle est même pas présentée au public. Donc là, on va recréer des objets d'art, on va les scanner en 3D et nous, on va aller plus loin que juste la fabrication. On a une équipe de carrossiers, parce qu'on est spécialisé dans la pièce de voiture, donc on a des peintres en carrosserie, on a des maquettistes. Et donc là, ils vont aller apporter la couleur, ils vont aller apporter le niveau de détail pour reproduire à l'origine. Et ça va encore plus loin, ça va dans l'inclusion dans les musées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on reproduit aussi certaines œuvres pour que les non-voyants puissent profiter aussi de l'art. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'art, ça se contemple avec les yeux. Vous avez un non-voyant qui arrive dans un musée, il veut pouvoir contempler lui aussi une œuvre. Et ben, le fait de la reproduire en 3D, on peut se permettre de la faire toucher aux gens, l'œuvre. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant. On les mettait dans des vitrines, on les enfermait, il fallait surtout pas les toucher parce que ça les use. Aujourd'hui, le fait de la reproduire en 3D, ça permet à des non-voyants de profiter de cet art et de ce partage culturel. Donc, c'est très important aussi de voir cette dimension-là. Ouais, ça permet de rendre plus accessible. Vous aussi rendez, Leica Velo, vous aussi rendez la formation et l'apprentissage plus accessible dans ce domaine avec vos cours particuliers. Vous avez appris Comment vous avez appris, vous, les techniques d'impression 3D et quels conseils, on en parlait tout à l'heure, quels conseils vous pourriez donner à quelqu'un qui souhaite se former dans ce domaine aujourd'hui ? Alors déjà, pour l'impression 3D, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment, comme l'avait dit Nolan, c'est accessible à tout le monde. Donc on prend le temps, parce que c'est des formations parfois de 1 à parfois 1 mois, et ils ont un long suivi aussi, c'est d'un an. Donc en plus de ça, pendant la formation, ils offrent, c'est dans le prix, mais ils offrent aussi l'imprimante. Donc ça permet aussi aux personnes de découvrir tout ça, que vraiment ils pourront imprimer. Et il y a des sites internet exprès, comme il avait dit, des objets qui sont gratuits. Donc, ils pourront l'imprimer eux-mêmes, faire des tests et après, au cas où, faire aller au-delà. Mais ce qui est bien, c'est que par rapport aux imprimantes, maintenant, même surtout les récentes, il y a, je le dis toujours, l'IA qui permet de calculer et d'avoir de moins en moins d'erreurs. Donc, il y a aussi, par rapport au coût d'erreur, du coup, il y en a moins. Donc, ça coûte moins cher, on utilise moins de filaments, on achète moins de bobines. Donc, il y a surtout ce coût-là aussi. Et il y a aussi la simplicité. Donc, comme il avait dit, maintenant, tout le monde peut vraiment l'utiliser. Merci Leica Velo, vous écoutez le rendez-vous fidélité sur le thème de l'impression 3D. Nous allons poursuivre notre exploration de cette technologie fascinante après une courte pause. À venir, l'impression 4D, les objets qui changent de forme, les applications dans la mode et le textile, mais aussi les enjeux juridiques de propriété intellectuelle et les visions d'avenir de nos invités. Ne nous quittez pas, on continue avec une petite pause musicale. Je me souviens de tout, comme si c'était hier, de tes yeux, de ta bouche et de la vue sur la mer. Je me souviens de nous et comme on était beau, ton prénom dans mes prières et ton souffle sur ma peau. Le jour où je t'ai perdu, il te manquait de l'espace. Si seulement je l'avais vu, je t'aurais laissé la place. T'étais où?
je t'aurais laissé la place. T'étais où? T'étais où? Toutes ces années passées sans toi, je t'ai cherché, tu n'étais plus là. J'ai pas pu t'offrir, qui manque vraiment. T'étais où? T'étais où? Toutes ces années, je t'ai cherché. Lara Fabian, je t'ai cherché sur Fidélité. Le rendez-vous fidélité. Et merci de rester avec nous pour ce rendez-vous fidélité consacré à l'impression 3D. Nous avons découvert les principes fondamentaux de cette technologie, ses applications dans l'architecture et la préservation du patrimoine automobile, l'art, les objets personnalisés et le secteur médical. Nous allons maintenant explorer les innovations les plus récentes et nous projeter vers l'avenir avec nos invités qui sont toujours présents. Nous avons Nolan Salo, Alphonse Marseille, Lé Cavallo, Gauthier Laviron et Arthur Manoumani qui sont avec nous. Je me tourne vers vous, Alphonse Marcel. Vous abordez, on le rappelle à nos auditeurs, la dimension historique et l'évolution de la technologie. Vous recréez donc des objets historiques. Comment imaginez-vous que les historiens du futur étudieront l'impression 3D elle-même comme une étape dans l'histoire des techniques de fabrication ? Je pense qu'ils le font déjà parce que, par exemple, je sais que les archéologues, les paléontologues, déjà réimpriment des dents de T-Rex ou des choses comme ça pour pouvoir justement les manipuler, les toucher. Comme disait Gauthier, effectivement, il y a soit des œuvres d'art, soit des objets qui sont tellement précieux historiquement qu'on ne peut pas les toucher, qui sont préservés, qui sont protégés dans des coffres. Là, avec l'impression 3D, on peut les imprimer et les toucher. Et donc, c'est très intéressant pour l'étude de ces objets, aussi bien dans leur utilisation que dans leur fonctionnement aux anciens temps. Et Nolan Salo, vous abordez les aspects juridiques et éthiques, notamment avec la reproduction, comme on en parlait avec les dents de T-Rex. Nolan, l'impression 3D soulève des questions de propriété intellectuelle et de droit d'auteur. Comment gérez-vous ces aspects dans votre activité ? Quelles sont les règles fondamentales à respecter ? Alors, dans cette activité, comme on a pu en parler plus tôt, il y a des sites, donc, comme par exemple Printable, Thingiverse, donc des sites que tous les printers connaissent un peu, qui sont des sites de bibliothèques d'objets gratuits, donc ce qui permet de briser un peu cette difficulté qu'est la modélisation 3D avant l'impression. Donc, tous ces sites, eux, mettent à bien des fichiers qui sont eux gratuits, donc qu'on a le droit d'imprimer. En effet, il y a des fichiers, donc par exemple comme des figurines ou des fichiers plus complexes, des modélisations qui elles ne sont protégées par des droits d'auteur. Donc il y a aussi un site un petit peu connu qui s'appelle STLFlix qui lui vend des fichiers donc, qui sont protégés par des droits d'auteur. Donc en gros les règles, c'est soit on prend un fichier qui est gratuit, qui lui est donné sur une bibliothèque gratuite, soit on vient acheter le fichier à l'artiste pour ensuite l'imprimer. Donc on achète le droit à l'impression de ce fichier. Par contre, on a le droit de l'imprimer, mais on n'a pas le droit de revendre nous-mêmes l'impression, enfin le fichier pour l'impression. On a le droit de vendre le produit imprimé, mais pas le fichier pour l'impression. Donc voilà un peu les bases pour la technologie. Pour ce qui est de ma part, donc toutes les conceptions que je vais faire, les fichiers 3D que je vais faire, moi ils sont stockés pour mes clients, comme ça à l'avenir, si jamais ils ont besoin,
de réimprimer la pièce que j'ai pu remodéliser, ils reviennent vers moi, je la réimprime et dans certains cas, je peux aussi, pratiquer, la vente du fichier STL ou bien quand c'est des petites pièces, voilà, je l'offre au client, je lui envoie le fichier comme ça si jamais à l'avenir il a une imprimante où il veut avoir le fichier pour pouvoir le stocker lui-même, ça me pose pas de problème. Moi, de mon côté, j'autorise l'impression. Et si, par exemple, je veux recréer une statue qui est connue, qui est protégée par un artiste, est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qui se passe si je la recrée? Ça fait un peu à l'instar de tout ce qui est de la copie, comme les contrefaçons, etc. Là, pour recréer ce genre de choses, il faut quand même demander à l'auteur à l'origine de cette œuvre de la recréer, ou bien avoir des ressemblances, justement pas des ressemblances, l'inverse d'une ressemblance qui serait assez notable, pour ne pas venir briser les droits de la création d'une œuvre, parce que sinon, en effet, si tout le monde pouvait copier tout le monde aussi facilement, ça serait un petit peu. Alphonse Marcel, vous souhaiteriez intervenir? Oui, c'est ce qu'on appelle le droit à la copie privée. C'est-à-dire que lorsque vous achetez un DVD, par exemple, ou un Blu-ray, vous avez le droit de le copier, ou en tout cas, vous n'avez pas le droit de le copier, mais vous avez le droit de le regarder en famille, alors qu'il y a une seule personne qui l'a acheté. Normalement, ça devrait être nominatif à une seule personne. L'impression 3D fonctionne exactement dans le même principe. C'est-à-dire que vous avez envie de vous faire un Tintin, mais que pour vous, parce que vous êtes un fan de Tintin, vous pouvez vous l'imprimer. Par contre, vous n'avez pas le droit d'en faire du commerce avec. Et c'est valable pour tous les objets. Par rapport à Thingiverse, qui est une plateforme américaine, moi je suis un petit peu, un peu en colère à travers cette plateforme-là pour deux raisons. La première raison, c'est que ce ne sont que des objets gratuits, mais dont la provenance n'est pas du tout garantie. Donc, vous avez aussi bien des objets qui ne devraient pas se retrouver sur cette plateforme, soit parce que ce sont des produits commerciaux comme Marvel, Disney ou des choses comme ça. Et ça, ils ne contrôlent pas, Thingiverse. Et ensuite, la deuxième chose, en dehors que ce soit une plateforme américaine, bien sûr, c'est que c'est la plateforme d'une marque d'imprimante. Donc, c'est-à-dire que sur cette plateforme, vous avez des millions d'objets gratuits. En fin de compte, c'est à les faire valoir à une société d'imprimante 3D. Et ça, je trouve ça un petit peu injuste par rapport à d'autres petites plateformes plus indépendantes qui, elles, bien sûr, vous achetez des objets, mais elles ont une vraie démarche louable de petits revendeurs de fichiers 3D. Oui, donc ça crée la problématique de plagiat. Exactement. C'est-à-dire que cette plateforme américaine s'en moque complètement. D'où vient le fichier, que ça soit une copie de Lego, de Playmobil, de Barbie, vous voyez ce que je veux dire? Ils s'en moquent. Eux, leur but, c'est de distribuer un maximum d'objets gratuits de manière à vendre un maximum d'imprimantes 3D. Et ça, je trouve ça un petit peu, je trouve pas ça très honnête, on va dire. Et avec Gauthier Laviron, on parlait de la production de masse. Vous travaillez sur les pièces automobiles, souvent uniques ou produites en petites séries, si on peut le rappeler à nos auditeurs. L'impression 3D, est-elle aussi adaptée à la production de masse, ou pourrait-elle transformer l'industrie automobile dans son ensemble? Alors oui, en effet, aujourd'hui, l'impression 3D, elle est déjà positionnée dans beaucoup de productions de masse, tout simplement parce que l'impression 3D, avant d'être un outil accessible et qui permet de fabriquer des choses à la maison comme on le souhaite, c'est avant tout un outil de production. Maintenant, il y a plein de procédés que mes collaborateurs, mes confrères ont présentés les uns après les autres, qui sont tous susceptibles de faire des choses différentes, comme il y a l'usinage, comme il y a l'injection, comme il y a le tournage. Vous avez beaucoup de procédés, l'impression 3D en fait partie. Et aujourd'hui, en fait, il faut voir ça comme un nouvel outil qui va permettre des conceptions différentes. Vous voyez, aujourd'hui, dans l'aéronautique, par exemple, c'est extrêmement utilisé, dans le spatial aussi, mais dans l'automobile de compétition, c'est très utilisé aussi pour des questions de gain de poids. Pourquoi je parle de gain de poids? Parce que l'impression 3D, en fait, vous ne construisez que la matière dont vous avez besoin. Vous pouvez vous affranchir, si vous voulez, de plein de zones qu'aujourd'hui vous avez sur certaines pièces, mais qui sont là uniquement parce qu'elles sont inatteignables pour être enlevées. Je ne sais pas si vous arrivez à visualiser ce que je veux dire, mais globalement... On peut le visualiser avec Arthur Manoumani qui, lui, construit des habitations. Est-ce que pour vous, Arthur, vous souhaiteriez réagir?
Oui, je voulais un peu rebondir par rapport à ce qu'a dit mon confrère Alphonse Marcel par rapport à la plateforme Thingiverse. Peut-être c'est mon côté anglo-saxon un peu entrepreneur, mais euh, en fait, vous vous rappelez de Napster à l'époque, quand on téléchargeait plein de musique et c'était pas organisé. Soudainement, Spotify est Oui. arrivé et Spotify a mis des règles. Et Mm, bon, mm. après, on peut contester ce que Spotify a fait, mais ça a régularisé un peu le Far West de. Et je me dis qu'on est arrivé un peu à cette époque où les entreprises d'impression 3D, ou en tout cas dans notre monde, on va devoir redéfinir un peu un business model, à savoir, est-ce que, par exemple, hein, je pense à Ikea, voilà, qui vend des meubles, on les achète, on les installe, on les jette, on s'en fout. Et d'une certaine manière, est-ce qu'il ne faudrait pas une sorte de Netflix de De l'impression l'impression, 3D des ouais. meubles ou des objets où on est membre plutôt que juste acheteur et l'entreprise s'occupe de vous, c'est-à-dire s'occupe de reprendre les éléments, les recycler, s'occupe de l'IP, s'occupe de tout cet aspect et au final en créant une infrastructure qui permette de faire cela. Par exemple, je vous dis, le PLA, le bioplastique, tout le monde pense que c'est biodégradable, donc on le jette à la poubelle, mais comme le recyclage, on ne sait pas où ça va. Et donc, je pense que les entreprises ont maintenant une responsabilité de s'occuper de nouveaux business models pour créer ces nouveaux mondes où on va redéfinir complètement l'IP et la fin de vie et l'aspect qu'on n'est plus propriétaire pour toujours des choses qu'on a. Voilà. Et Lake Avelo, qu'est-ce que ça vous évoque, ce que dit Arthur Manoumani? Alors, c'est surtout par rapport à, comme il a dit, l'IKEA de l'impression 3D. Alors, il y a des entreprises maintenant, comme par exemple Harpy 3D, qui vendent dans plusieurs du coup, domaines. Par exemple, Harpy 3D vend dans tout ce qui est déjà numérique, donc modélisation, vidéo, art. Et après, il y a l'impression, donc je fais tout ce qui est cosplay, figurines, mais il y a aussi les objets qui sont très courants, par exemple les port-cartes, les calportes, tout ça. Et les personnes peuvent en fait choisir d'acheter ça et ils l'ont directement. Donc c'est vrai qu'il en existe déjà beaucoup et il va toujours en exister énormément. Donc les personnes vont plus viser alors sur le design. Par exemple, moi j'ai un code, j'ai un design particulier et c'est pour ça qu'il y a des clients qui vont, on va dire, se fidéliser par rapport à ça. Donc oui, il y en aura toujours un peu partout. Nolan Salo. Je voulais réagir aussi par rapport un petit peu à ce que Arthur disait par rapport au Spotify de l'impression 3D. C'est un petit peu ce que j'expliquais donc à l'instar de Thingiverse, Printable, MakerWorld, qui sont des bases de données en effet gratuites, qui peuvent en effet, sans contrôler, remettre en avant des fichiers qui auraient des propriétés privées. STLFlix, c'est un peu le Spotify aujourd'hui de l'impression 3D, dans le sens où on va être membre, on va payer tous les mois donc un abonnement qui va permettre d'accéder et mettre en avant des artistes qui vont faire des fichiers. Et donc, en fonction de l'abonnement qu'on prend, donc un abonnement entreprise ou bien un abonnement particulier, on va pouvoir soit imprimer pour nous les fichiers, et si on a un abonnement entreprise, prendre les fichiers et venir faire du commerce avec ces fichiers. Donc ça permet vraiment voilà, on va dire de réguler tout cet aspect usage et propriété privée des modélisations. Et c'est vrai que là-dessus, c'est en grande évolution. Il y a beaucoup d'entreprises qui font ça. Et je voulais aussi rebondir un petit peu par rapport aux quantités qui sont faisables en impression 3D. C'est justement toute l'évolution de cette technologie. On peut en effet faire de l'unitaire, mais on peut surtout aujourd'hui en effet faire de 100, 200, 300, 400, 500 pièces en fonction des machines qui sont justement très très rapides et qui ont énormément évolué. Je reviens sur ce que vous disiez, Gauthier Laviron. Vous parliez de construire ça pourrait révolutionner l'industrie automobile, mais aussi de l'industrie spatiale. Arthur Manoumani, vous construisez des habitations. Est-ce que vous pensez que l'impression 3D elle peut être envisagée pour construire des habitats sur la Lune ou sur Mars? En tant qu'architecte, comment voyez-vous, ces applications extraterrestres et quels défis techniques posent-elles? Alors, bon, déjà, on essaye de régler un peu cette planète Terre qui a quelques problèmes, mais en effet, ce qui est très beau, c'est qu'on peut envoyer des fichiers donc à la vitesse de la lumière, donc ça va très très vite, et ça arrive du moment qu'on a compris les matériaux locaux. Donc, je sais qu'il y a des études pour le sable de Mars ou de la Lune. Après, il faut une résine, donc un ciment. Donc, il faut réfléchir un peu à comment faire le matériau qui est du sable au final se réunir comme le béton sur Terre. Mais une fois qu'on a ça et qu'on a la machine et qu'on a considéré par exemple la pesanteur, bien sûr, et il y a beaucoup d'études qui se font sur ça avec la NASA et
Et c'est vraiment une solution parce que ça veut dire qu'on peut imprimer l'élément avant même d'arriver sur place. C'est-à-dire que quand on arrivera sur la Lune, on commence déjà par envoyer la machine. Mais je pense que même sur Terre, ça serait intéressant avant même de réfléchir à la Lune. Les Gablots, donc on parle d'avidation, vous créez du textile. Comment l'impression 3D, elle révolutionne-t-elle le monde de la mode et des vêtements? Alors, pour le moment, je ne me suis pas encore forcément renseigné, mais il existe des imprimantes exprès pour textile. Mais pour l'instant, c'est encore fait à la main, donc j'ai un gros exemple donc pour ceux qui peuvent voir les vidéos. Donc voilà, il y a ça. Et ce que je peux faire, c'est pour le textile, c'est tout ce qui est épaulette, donc tout ce qui reste un peu plastique, ou voire Donc même là, vous d'autres nous montrez une matériaux. veste pour les auditeurs qui ne voient pas, vous nous montrez une veste qui a été créée par l'imprimante 3D, c'est ça? Donc ça, non, c'est fait à la main. C'est C'est fait à la vraiment le main. côté textile. Et tout ce que je peux faire en impression, c'est par exemple tout ce qui est bouton, tout ce qui est vraiment, on va dire, visuel et artistique, donc des rajouts. Donc pour l'instant, c'est ça. Mais sinon, il existe bel et bien des imprimantes exprès pour les vêtements. Donc c'est pour ça que je souligne ça. Alphonse Marcel, vous, en tant qu'artiste et ancien réalisateur, qu'est-ce qui vous surprend le plus, qui vous semble le plus inattendu dans cette découverte, vous qui avez découvert l'arrivée de l'impression 3D? Je pense qu'il y a plusieurs révolutions qui vont arriver. Déjà, bien sûr, des machines de plus en plus simples à utiliser. C'est vrai qu'elles sont beaucoup plus simples qu'il y a 7 ou 8 ans, mais il faut quand même un petit peu s'y connaître, beaucoup moins qu'il y a 7 ou 8 ans. Mais voilà. Les produits aussi utilisés, c'est vrai que ce soit les PLA ou les résines, enfin en tout cas le matériau, ça aussi, je pense que ça va évoluer. Il existe déjà des matériaux souples. On peut imprimer en caoutchouc, par exemple. Voilà, on peut imprimer avec des matériaux où vous avez dedans des particules de métal, de cuivre, des choses comme ça. Donc ça, je pense que c'est ça. Et aussi, je pense, alors dans un avenir un peu plus lointain, peut-être dans 10 ou 15 ans, lorsque les résines ou les filaments sentiront bon lorsqu'on imprime, parce que c'est vrai que des fois, c'est des odeurs un peu chimiques, sauf peut-être dans l'architecture. Mais ça, Arthur, il me confirmera ou pas. Mais en tout cas, moi, je pense que les imprimantes, ça sera un petit peu comme une perceuse électrique. Donc, vous aurez ça à la maison. Votre assiette s'est cassée, par exemple, ou votre verre, ou hop, eh ben vous pourrez vous-même choisir dans une espèce d'IKEA virtuel le modèle que vous voulez, l'assiette, le plat, le couvert, et ensuite l'imprimer pour vous à la maison. Et comme disait Arthur, il a complètement raison, il n'y a pas de frais de transport. C'est un fichier numérique qui passe par Internet, et donc vous n'avez pas besoin de train, de bateau, d'avion pour transporter l'objet, et ça c'est génial. Nolan Salo, vous, on entend beaucoup parler d'impression 4D où les objets imprimés peuvent aussi changer de forme selon leur environnement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept et nous dire si vous avez déjà expérimenté dans ce domaine? Alors c'est un concept que j'ai expérimenté une fois sur un filament phosphorescent. Donc ce qu'on entend par impression 4D, donc l'impression 2D, ça va être sur un plan, comme par exemple les imprimantes papier, ce qu'on expliquait tout à l'heure. L'impression 3D, on va rajouter des dimensions. Donc là, entre autres, la dimension du volume, de la hauteur. Et l'impression 4D, donc qui est un peu la dimension temporelle, en fait, la quatrième dimension, ça va être des filaments qui vont réagir par rapport par rapport au temps, donc par rapport à de la chaleur, par exemple, à la lumière ou ce genre de choses. Donc j'ai déjà expérimenté typiquement des filaments qui sont des filaments 4D, donc des filaments phosphorescents, donc qui vont quand on éteint les lumières venir être phosphorescents en noir. Il y a aussi des filaments, donc un exemple qui serait très très facile à expliquer. On vient faire un patron d'un cube, donc à plat, et on vient le mettre dans de l'eau chaude et ce dernier va se refermer pour recréer ce cube. On a aussi par exemple des filaments souples, donc du TPU, donc qui sont des filaments qui sont vraiment mous, qui vont par exemple à partir de 50-60 degrés devenir très durs, donc durs un peu à l'image de l'ABS ou du PETG. Donc en fait ça permet de venir mixer comme ça du mou, du dur, voilà des filaments qui vont réagir par rapport à des températures, à des acidités, etc. C'est quand même quelque chose qui est aujourd'hui, pour ma part en tout cas, peu utilisé. J'ai dû en utiliser une fois, donc j'ai pas plus de retour d'expérience là-dessus. J'imagine que c'est aussi des filaments qui sont plus coûteux et plus compliqués à imprimer. Et je voulais rebondir aussi rapidement sur la mode. Aujourd'hui, l'impression 3D, c'est vrai qu'avant, on avait un petit peu, entre guillemets, honte de l'aspect que ça avait, comme les maisons imprimées en 3D et tout ça. Et dans la mode, aujourd'hui, il y a énormément de grandes sociétés comme Nike qui font des vêtements imprimés en 3D. Donc là, très récemment, ils viennent de faire ce qu'on appelle un peu un drop, donc faire des quantités limitées de chaussures imprimées en 3D qui permettent des designs très bougeants et surtout des designs uniques. Et donc c'est vrai que ça aussi, au niveau de la mode, il y a même eu un défilé entier là-dessus avec plein
plein de grands artistes qui avaient fait des tenues entièrement en impression 3D, avec plein d'accessoires en impression 3D. Donc c'est vrai que dans tous les domaines, tout le monde commence à s'approprier un petit peu cette technologie, donc c'est assez impressionnant. Est-ce que la 4D, du coup, l'impression 4D pourrait être appliquée sur les vêtements? Peut-être, oui, il y a des chances. Par exemple, voilà, pendant un défilé, on vient jeter de l'eau chaude sur la personne et ça donne complètement un autre vêtement. Et ça peut être quelque chose d'artistique. Voilà, quand on vient éteindre les lumières, il y a des motifs qui s'affichent. Oui, c'est possible. Je sais pas ce que ça va devenir. Est-ce que ça va évoluer énormément sur cette technologie-là? Moi, je pense plus que ce qui va vraiment évoluer, ça va être plutôt l'impression 3 axes plutôt que les filaments. On arrive quand même assez aujourd'hui au bout de ce qui existe. Il y a tellement de types de filaments différents qui correspondent même parfois à des résistances métalliques, que là, je pense que les prochaines grosses évolutions de la technologie, ça va être probablement de l'impression 3 axes, un peu comme on le fait, enfin 5 axes, 4 axes, pardon, un peu comme on le fait en CNC. Ça risque d'avancer énormément là-dessus. Gauthier, l'aviron, est-ce que ça vous évoque quelque chose dans la construction de pièces automobiles? Nous, oui, évidemment, ouais, l'impression 3D aujourd'hui, le vrai défi, c'est la gravité, dans notre métier, en l'occurrence. Donc, il faut nettoyer les pièces, il faut pouvoir enlever finalement tous les supports qui ont permis la fabrication des pièces. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais je voudrais surtout évoquer, parce qu'on a beaucoup parlé des droits d'auteur et des choses comme ça, Mhm. et c'est valable pour l'art, mais nous, dans notre métier de la pièce technique, on a quelque chose de très positif qui s'est passé dans les dernières années et qu'on n'évoque pas souvent et que les gens ne connaissent pas. Il y a des lois, il y a des décrets européens qui ont été votés et qui aujourd'hui obligent les industriels soit à fournir les plans 3D pour que des entreprises comme la mienne, mais comme celle de Nolan ou de Monsieur Cavelot ou n'importe qui d'autre, puissent imprimer les pièces sans avoir à recréer les fichiers. Ou alors les gens, même chez eux-mêmes, pourraient refabriquer les pièces en obtenant les fichiers 3D. Aujourd'hui, c'est une loi, c'est un décret. Alors, les constructeurs, s'ils ne fournissent pas la pièce détachée, sont obligés de donner le fichier 3D. La deuxième barrière qui va se positionner, c'est comment je fabrique. Parce qu'aujourd'hui, l'impression 3D, on l'a vu par le biais de toutes ces discussions, il y a énormément de technologies. En fait, c'est ni plus ni moins que de fabriquer en rajoutant la matière plutôt qu'en l'enlevant. Le problème, c'est que tout le monde va avoir des machines différentes. Aujourd'hui, la vraie problématique qu'on va avoir, c'est plus d'obtenir les fichiers 3D. Ça, c'était la problématique d'hier. Avec l'IA et avec toutes ces règles, obtenir les fichiers va être de plus en plus facile par une photo ou par le scan qui va se mettre sur le téléphone. Mais le vrai problème, ça va être d'utiliser la bonne machine, les bons paramétrages, la bonne matière pour obtenir une pièce conforme à ce qu'il faut. Parce qu'il ne faut surtout pas prendre de risques après derrière. Arthur Manoumani, ça vous parle? Alors oui, je voudrais rebondir sur beaucoup de discussions autour de qu'est-ce qu'on peut imprimer et notamment les contraintes techniques. Et bizarrement, enfin de manière très intéressante, l'impression 3D a développé de nouveaux langages. Et donc, peut-être, c'est vrai que dans notre idée, on a un peu l'idée Star Trek, on va imprimer un chat ou on a des demandes parfois un peu étranges où les gens se disent on peut tout imprimer. Mais parce qu'on a la pesanteur, en effet, la gravité, les éléments vont s'écrouler si on les imprime mal. Du coup, nous, en tant qu'architectes, designers, on développe toute une nouvelle esthétique qui est liée à l'impression 3D. Bon, je sais que vos auditeurs ne vont pas pouvoir forcément le voir. On peut le décrire, on peut essayer de décrire. On peut le décrire, voilà. Donc, bizarrement, enfin, de manière très, très jolie, et parce que l'imprimante se fait comme une araignée qui vient tisser sa toile ou un ver à soie. Bizarrement, nos objets ont une apparence très naturelle, comme par exemple une abeille fait son nid, ou vous voyez. Donc peut-être qu'il faut aussi réfléchir l'esthétique qu'on a en tête et d'un point de vue design, créer un nouveau langage qui est complètement lié à cette nouvelle technologie, comme n'importe quel outil à générer de nouvelles esthétiques. Et donc nous, c'est un peu notre job de faire ça et l'avantage, comme il n'y a pas de moule et que ça n'a pas besoin d'être répété à l'infini comme ce qu'on fait, vous savez, en ce moment, quand on achète des objets, ils sont faits en masse en Chine, etc. C'est plus le cas. On peut les faire à la demande et les adapter, c'est-à-dire qu'on peut les customiser. C'est des éléments qu'on appelle paramétriques. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme paramétrique, c'est-à-dire que vous pouvez, à partir d'un fichier, faire un tabouret ou une façade. Et du coup, ça ouvre des questions complètement nouvelles. Voilà, nos clients peuvent faire un tabouret ou alors un bar ou un mur. C'est-à-dire qu'on donne beaucoup de
de pouvoir à nos clients et voilà, tout ce Un renverse, univers voilà. de tous les possibles. C'est ça, de tout est possible. Et bizarrement, il faut qu'on lâche prise en tant que designer, puisque ça donne le pouvoir à nos clients de faire des customisations. Et nous, on devient presque software développeurs. On développe des ADN plutôt que des formes finies. Donc, on développe des systèmes plutôt que des formes finies. Donc, ça re-questionne tout. Et je trouve ça fascinant. Et ça va ouvrir une nouvelle ère d'esthétique naturelle et surtout de donner du empowerment, comme on dit en anglais, aux clients. Alphonse Marcel, ça vous évoque quoi? Oui, non, j'écoutais effectivement, je voulais rebondir sur les révolutions de demain sur l'impression 3D. Actuellement, lorsque vous imprimez, vos objets sont en monocouleur. Ils sont dans la couleur de la matière que vous utilisez, gris, noir, blanc, rouge. Vous avez quelques imprimantes qui permettent d'imprimer avec 4 ou 6 couleurs, mais c'est encore un peu complexe. Moi, mon avis, l'une des grandes révolutions de demain, ça va être l'impression 3D en couleur. C'est de pouvoir imprimer des objets avec une multitude de couleurs. Et ça va être génial. Très rapidement, Leif Cavelo, une petite dernière phrase de conclusion. Oui. J'ai mal compris. Nous terminons donc au terme de ce rendez-vous fidélité consacré à l'impression 3D, cette technologie fascinante qui transforme nos façons de concevoir, de produire et de consommer les objets, de l'architecture aux prothèses médicales, de la préservation du patrimoine à la création artistique. Nous avons exploré ensemble les multiples facettes de cette révolution en marche. Je tiens donc à remercier chaleureusement nos invités pour leur éclairage, Nolan Salo de Nassap Nantes, Alphonse Marcel et ses créations steampunk, Leif Cavelo, fondateur de Happy 3D, Gauthier Laviron de Grip 3D et Arthur Manoumani, architecte visionnaire. Grâce à eux, nous avons pu entrevoir comment l'impression 3D façonne déjà notre présent. Merci